Bonjour, nous sommes le mardi 9 août 2016 et je voudrais vous parler des maisons astrologiques qui ont la faveur de la plupart des astrologues et qui sont quelque chose de beaucoup plus concret au niveau de la formulation que même les planètes ou les signes. Alors, j'ai travaillé sur l'origine, la genèse de ce dispositif et c'est très important de remonter à la source. Et à ma connaissance, la source des significations des maisons astrologiques se trouve dans la tétrabible de Ptolémée. Mais pas comme on pourrait le croire, car le principe même de la source, c'est souvent d'être de nature différente dans sa formulation, euh, différente de ce que ça va devenir par la suite. Justement, c'est tout l'intérêt. Ça permet de voir qu'il y a eu un travail de fait, entre guillemets, entre le point de départ et le point d'arrivée. De même que pour le zodiaque, la source du zodiaque, ce n'est pas le zodiaque. Ce n'est pas le symbolisme zodiacal. La source du symbolisme zodiacal, c'est justement un état antérieur au symbolisme zodiacal. Et là encore, il faut remonter à la source. Et à la source, en l'occurrence, ce sont les représentations des mois de l'année dans les almanachs. Les mois de l'année, non pas seulement sur le plan météorologique, mais sur une sociométéorologie, c'est-à-dire comment les sociétés vivaient le cours des mois, et on les voit donc, ce n'est pas une représentation de comment la nature évolue, mais comment l'homme vit avec l'évolution de la nature. En ce qui concerne les maisons astrologiques, d'ailleurs, entre parenthèses, Ptolémée ne s'intéressait absolument pas à la signification des signes zodiacaux. En ce qui concerne les maisons astrologiques, l'origine serait, selon moi, à chercher dans le deuxième volet de la tétrabible de Ptolémée, c'est-à-dire les livres 3 et 4, et d'observer qu'il a mis en place une sorte de protocole, de méthode, qui permet d'aborder successivement un certain nombre de sujets. Dans un ordre logique. Par exemple, on aborde d'abord le mariage, et puis on aborde les enfants du mariage. Et puis la mort, on l'aborde à la fin. Donc il y a un ordre logique dans la façon dont l'astrologue doit renseigner les différents sujets. Mais cet ordre logique, alors il semblerait qu'il ait été transvasé sur les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques qui initialement n'étaient pas affectées aux attributions que l'on connaît aujourd'hui. On les appelait autrement, la bonne déesse, le bon démon, etc. Enfin, ça n'avait pas de signification pratique très évidente. Et donc le grand intérêt des maisons, c'est que c'est devenu très pratique comme langage. Mais le problème, c'est que chez Ptolémée, il s'agissait simplement d'aborder un thème, un sujet après l'autre, mais il ne s'agissait pas du tout de décrire des secteurs. Quand il dit qu'il faut aborder la question des enfants après celle du mariage, ça ne signifie pas qu'il y ait une maison du mariage qui serait suivie d'une maison des enfants. C'est pas ça qu'il dit. Il dit simplement que voilà quels sont les sujets qu'on va traiter successivement. Et ce n'est que par la suite que l'on a décrété que la maison 7 serait la maison ceci, la maison 8 serait la maison cela, et la maison 9, etc. etc. Dans un ordre d'ailleurs qui, d'après Ptolémée, n'est même pas logique, puisqu'on aborde la maison des voyages après celle de la mort, ce qui n'est pas très cohérent. Passons. Et donc, je suis un petit peu choqué de voir
que ces maisons astrologiques tiennent tellement le coup dans la tradition astrologique actuelle, et que des gens aussi différents que Laurence Larzul, Roger Eke, mais je parlerai aussi, bien entendu, de tous les bouquins sur ces sujets, les bouquins de Hadès, de Ruperti, de Rudyard. Toute l'astrologie de Rudyard, elle est articulée sur la signification des maisons astrologiques. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui pourtant ne repose sur rien. Parce que, en tout cas, qui a décrété que le nom des maisons, je viens de le dire, c'est simplement une checklist, une liste des choses à aborder successivement qu'on trouve chez Ptolémée, et qui ne relie absolument pas aux maisons astrologiques. Il dit simplement, voilà, il y a un ordre des sujets à traiter. Ça fait penser à la métaphysique, on dit, vous savez qu'on parle de la métaphysique, mais en réalité, c'est simplement le traité qui se trouve après la physique. Donc finalement, on arrive à des formulations un peu bizarres, un peu étranges, même surréalistes. Et d'autant plus que là, visiblement, la maison 8, la maison de la mort, normalement, ça doit être la dernière maison. Mais ça n'a de sens que dans un système à 8 maisons et non pas à 12 maisons. Bon, c'est un autre sujet encore, mais la question quand on commence à parler des maisons astrologiques, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et donc c'est un sujet qu'on aborde un petit peu allègrement et un petit peu candidement quand on s'en sert comme ça. Outre le fait que de toute façon, dans le ciel, c'est pas marqué sur le front, voilà, on est dans la maison 8 ou on est dans la maison 9. Ce sont des découpages purement arbitraires, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont en fonction du système de domification qui peut varier d'un auteur à un autre, même si certains systèmes se sont imposés dans l'édition plutôt que d'autres à un certain moment, comme le système Placidus. Je rappelle aussi que les maisons astrologiques, pour montrer à quel point elles étaient populaires, elles étaient représentées par des images. On représentait l'image de la maison 3, l'image de la maison 4, l'image de la maison 5. Et ça a disparu, on ne sait pas pourquoi, de la tradition astrologique contemporaine. On le retrouve en tout cas au XVIe siècle, très largement dans les résumés de l'astrologie, avec les signes zodiacaux, les planètes et les maisons. Et d'ailleurs, il y a des liens entre les maisons astrologiques et le tarot, dont j'ai parlé par ailleurs, ce qui nous renvoie à la question des livres d'heures et du calendrier des bergers. Donc, le calendrier des bergers, où on trouve également les représentations des 12 mois de l'année, qui sont également de l'ordre de l'iconographie zodiacale, cette fois-ci. Alors, on pourrait parler d'une astrologie du pauvre, une astrologie comme ça, oui, divinatoire, je dirais, dans le sens où, voilà, il faut regarder la maison 8 pour savoir ceci, la maison 9 pour savoir cela, la maison 5 pour savoir cela. Et on n'a plus la complexité que préconise Ptolémée, qui est plutôt fondée sur les aspects entre planètes, et notamment sur les aspects entre 4 points importants pour lui, qui sont la Lune, le Soleil, l'ascendant, qu'il appelle l'horoscope, enfin en français, en grec, et la part de fortune. Alors lui, le sort, la part de fortune très importante chez Ptolémée, qui est un calcul entre voilà, l'ascendant, le soleil, etc. On fait un calcul et on arrive à la part de fortune. C'est une part parmi d'autres d'ailleurs, que les Arabes ont développé, mais qui était déjà dans la Tétrabible. Donc nous avons là une astrologie du pauvre, un peu comme la révolution solaire, où effectivement on fait le thème du retour du soleil à la position natale, et à partir de là, on a tout un ensemble de choses qu'on va pouvoir utiliser pour l'année en question. C'est une façon comme ça, de compartimenter les choses et de dire, voilà, bon ben, on ne va pas vous demander de faire des choses trop compliquées, voilà, on fait la révolution solaire, et tout ce qu'on trouve dans le thème de la révolution solaire, c'est pour l'année, pour les 12 mois qui suivent, et on ne va pas trop aller plus loin. Et bien, les 12 maisons astrologiques, c'est l'astrologie du pauvre. C'est une astrologie qui peut faire sens, justement, pour simplifier le travail de l'astrologue. C'est une invention qui vise à la simplification du travail de l'astrologue,
qui devient beaucoup plus simple que dans la tétrabible de Ptolémée. Alors, la pratique, elle a bon dos, n'est-ce pas puisque ça fonctionne, l'ordre des... Alors, parce qu'il y a quand même un point qui est quand même crucial, et on a du mal à avaler ça, l'ordre des maisons astrologiques, il ne tient pas debout. Hein, il ne tient pas debout. Il ne fondait ni sur un... Comme on dit, la maison des enfants, elle devrait suivre en quelque sorte la maison du mariage, alors que là, elle est en maison 5. Donc, bon, la maison des voyages devrait être avant la maison de la mort, mais elle est après. Donc, ce qui est assez curieux, c'est que ces astrologues, ils n'osent surtout pas toucher à tout ça. Il y a une frilosité de la part de la plupart des astrologues que je connais à ne pas toucher aux significations des maisons, à l'ordre de ces significations. Et on ne voit pas un astrologue dire tout d'un coup, ah ben on va changer l'ordre des maisons. Il y en a qui disent qu'on va les numéroter autrement, comme Dorsan par exemple. On va numéroter autrement, mais enfin on va garder cet ordre-là. Donc l'ordre, on peut éventuellement modifier le calcul des maisons, on peut éventuellement renuméroter les maisons en partant d'un autre point de départ, mais surtout on va garder religieusement la succession des maisons telle qu'elle nous a été transmise par la tradition. Or, cette succession, elle ne tient pas debout, elle ne correspond à aucun ordre logique. Si vous reprenez ce que je viens de dire, l'ordre des sujets abordés, même si on devait accepter cette démarche, l'ordre des sujets abordés n'est pas cohérent, la succession des sujets dans la succession des maisons astrologiques n'est pas cohérent, et donc par conséquent, on ne voit pas comment des gens peuvent écrire des manuels entiers, comme Laurence Larzul, sur les nœuds de la Lune dans les différentes maisons et dans les différents signes, ce qui nous donne 144 positions, par exemple. Mais notre ami Roger Eke, avec qui j'ai discuté encore en avril dernier, lui, il tient mordicus à la valeur des axes des maisons. Alors l'axe des maisons, alors là, c'est un poème, l'axe des maisons, la maison 5, 11, etc. Aucun rapport, aucun rapport entre les deux polarités. Et finalement, ces maisons, elles se suivent dans un ordre complètement désordonné, c'est le cas de le dire, et on s'en contente, on s'en satisfait, et on n'ose surtout pas y toucher parce qu'on ne sait pas très bien comment ça a été établi. C'est le credo quia absurdum, c'est-à-dire voilà, bon, c'est comme ça, c'est bizarre, mais justement comme c'est bizarre, ça doit être vrai. Ça doit être une tradition vraie, qui nous échappe, mais on est en plein obscurantisme en fait. Et il y a des gens qui proposent de réformer l'astrologie, mais qui restent avec cette succession des maisons astrologiques qui ne tient pas debout, qui est totalement c'est une succession à la Prévert, vous savez, voilà. Et c'est quand même inquiétant. Et c'est une astrologie populaire probablement, pour tous, comme ça, qui a été simplifiée. Et puis après, finalement, l'ordre des maisons n'a pas été respecté, où il y a eu, on est passé de 8 maisons à 12 maisons, donc on a gardé la maison 8 pour la mort, mais on a rajouté après encore des maisons, donc on a trouvé d'autres sujets, c'est un peu comme pour les planètes transsaturniennes, on avait déjà clôturé à peu près, et puis bon, comme on a trouvé de nouvelles planètes, bon, on a essayé de trouver d'autres sujets, d'autres domaines qu'on n'aurait peut-être pas traités jusqu'à présent, avec des trucs aussi bizarres que le fait de dire qu'Uranus est la planète du changement, comme si l'astrologie avait attendu Uranus pour parler du changement, alors que c'est un thème fondamental de toute la pensée astrologique, n'importe quoi. Donc voilà, c'est assez pathétique tout ça, n'est-ce pas Et puis alors, je voudrais aborder un autre sujet dans un peu ce musée des horreurs, c'est-à-dire la question de la sensibilité des gens, et des astrologues notamment, qui
préfèrent parler par exemple, des mérites des différents signes zodiacaux, n'est-ce pas? Les gens de la Vierge, les gens du Scorpion, les Jupitériens, les Martiens, etc. Mais surtout pas des hommes et des femmes. Alors ça, c'est intéressant aussi. La réalité sociale normale, c'est les hommes et les femmes, mais l'astrologie va remplacer cette problématique-là par un autre type de classement, un autre type de définition, un autre type de désignation. Donc on va discuter largement des mérites de tel et tel signe zodiacal, mais surtout pas traiter des hommes et des femmes. De la même façon que on va parler des planètes, mais surtout pas des étoiles fixes. Alors que la planète, c'est justement l'élément mobile qui est en polarité avec l'élément fixe qui est l'étoile fixe. Donc l'astrologie, c'est complètement appauvri, là encore. Tout à l'heure, on parlait de l'astrologie du pauvre, là, on a un appauvrissement de l'astrologie qui renonce aux étoiles fixes, notamment aux étoiles fixes royales, qui ne s'intéresse pas spécialement, notamment en astrologie mondiale et en astrologie prévisionnelle, mondiale ou pas, aux aspects entre planètes et étoiles fixes. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et évidemment, comme ça, il y a des moments, des points importants, des rencontres importantes, des rendez-vous importants sur le plan cosmique qui sont complètement ratés par les astrologues. Et en revanche, ils vont s'intéresser à la conjonction de deux planètes, alors que cette conjonction est beaucoup moins intéressante que la conjonction entre une planète et une étoile fixe. Et donc ça ne va pas donner le même calendrier, ça ne va pas donner les mêmes échéances, hein, c'est évident. Alors, cette histoire qui est très chère à André Barbeau, qui a, dès les années 50, proposé avec son frère Armand, de considérer que le cycle astrologique par excellence, le cycle planétaire par excellence, le cycle c'était la configuration entre deux planètes, et non pas entre une planète et une étoile fixe. Alors évidemment, il faudrait remonter beaucoup plus haut pour retrouver cela. Mais à partir du moment où l'on quitte une dualité qui est évidente entre deux objets qui sont par eux-mêmes différents, qu'est-ce qu'on va faire à la place? On va leur donner des noms. Alors ces noms vont permettre de différencier des choses qui sont semblables. Par exemple, au lieu de dire celui-là est blanc et celui-là est noir, là on comprend, on va prendre deux blancs et on va dire celui-là s'appelle Paul, celui-là s'appelle Georges. Au lieu de distinguer la planète, une planète donnée avec une étoile, on va dire cette planète-là s'appelle Saturne, cette autre planète s'appelle Uranus ou s'appelle Mars. Donc, on passe du domaine. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve ça en philosophie, c'est l'opposition entre le réalisme et le nominalisme. Et donc, on va combler des lacunes au niveau de la dualité. On ne tient plus compte de la dualité planète-étoile, on ne tient plus compte de la dualité homme-femme, on ne tient plus compte à la limite de la dualité entre les couleurs de peau, mais on va, à la place, proposer d'autres distinctions qui seront, elles, déterminées par le nom que l'on accorde à tel et tel facteur. Donc on va créer de fausses différences, de faux clivages, et on va nier les clivages qui sont évidents. Donc là, on est vraiment dans une sorte d'imposture, on crée un monde imaginaire, moi j'appelle ça le monde de la caverne, où ce qui est important, ce n'est pas la réalité des choses, mais ce qu'on en dit. C'est le discours qui est tenu. Donc on va tenir un discours, on va donner des noms aux objets, des noms aux personnes, et on va donc travailler sur les noms qui sont donnés aux uns et aux autres, et non pas sur la réalité immédiate. Ce qui veut dire qu'il faut passer par le code, il faut passer par le langage. On ne peut plus communiquer directement au niveau des visuels que tout le monde peut voir, quelle que soit sa langue. Hein, tac, 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 tac. Non, il faut entrer dans un code et savoir que
tel objet se désigne ainsi, tel autre objet se désigne ainsi, alors que ces objets sont totalement identiques, fondamentalement. En tout cas, ils appartiennent à la même catégorie. Voilà. Donc on est dans une sorte de monde imaginaire où, euh, quand Ptolémée, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand Ptolémée parle de ce qu'il faut aborder successivement, dans la réalité tout simplement de la vie de la personne, n'est-ce pas, il dit lui-même, voilà, après avoir abordé tel sujet, on aborde tel sujet, parce que on passe d'abord par le mariage avant d'avoir des enfants, d'après ce que je disais. Eh bien non, on n'a pas, c'est pas important. Là, cette logique fondamentale qui est liée à la réalité sociale n'est pas importante. On met en place un dispositif des maisons astrologiques qui ne tient pas debout, qui fait succéder des choses qui n'ont rien à voir, qui ne se suivent pas du tout en réalité, et on s'y tient. Et on écrit des bouquins là-dessus. Voilà, je trouve ça assez lamentable.